Chaque vol commence et se termine à cet endroit. Une bande d'asphalte brûlée par les moteurs d'avion et marquée par le caoutchouc. Mais toutes les pistes ne sont pas identiques. L'une des plus célèbres est la piste 35L de l'aéroport de Congonhas à Sao Paulo. C'est le genre de piste qui peut vous surprendre à n'importe quel moment. En juillet 2007, le vol 3054 de TAM Airlines devient sa nouvelle victime. Ralenti. Ralenti. Ça veut pas. Ça veut pas. La piste emporte 199 vies. Elle va faire l'objet d'une enquête minutieuse et son historique sera analysé à la loupe. Les enquêteurs ont impérativement besoin de savoir pourquoi la piste 35L est si dangereuse. 35L. Avant que d'autres vies ne soient mises en danger. Mayday, mayday. De fortes pluies s'abattent sur la plus grande ville du Brésil. Sao Paulo est habitué à ce genre de déluge durant l'hiver. Des trompes d'eau ralentissent le trafic jusqu'à l'aéroport de Congonhas. À 800 km de là, le vol 3054 de la TAM Airlines est en route depuis la ville de Porto Alegre, au sud du Brésil. L'Airbus A320 se dirige vers Sao Paulo, situé à 1h30 de vol. Pour les 181 passagers à bord, c'est un vol intérieur comme un autre. Mais le commandant Henrique Stefanini di Sacco fait face à un événement inattendu. Lui et son copilote Kleber Lima viennent d'apprendre que les fortes intempéries avaient causé la fermeture de la piste 35L, la piste principale de leur destination. Ont-ils dit quand elle allait réouvrir? Non. On va préparer une alternative au cas où. Mesdames et messieurs, en raison de la météo, nous ne pourrons pas atterrir à Congonhas comme prévu. Je vous tiendrai informé de la situation. L'aéroport de Congonhas est l'un des plus fréquentés au monde. Un avion s'y pose et en décolle toutes les 90 secondes, transportant un flux constant de personnes et de fret jusqu'au centre économique du pays. Mais Congonhas est également célèbre parmi les pilotes. L'aéroport est situé en plein cœur de la ville, entouré d'habitations, de bureaux et de routes. La piste 35L fait moins de 2000 mètres de long, trop courte pour de gros avions. Encore pire, elle est construite au sommet d'une colline, entourée de pentes raides. Le risque engendré par l'aéroport de Congonhas vient de sa construction et de sa localisation atypique. Il ne permet pas la moindre petite erreur d'attention. Le commandant Carlos Camacho est le directeur de la sécurité aérienne de l'Union des pilotes brésiliens. En approchant de cette piste, on a forcément une montée d'adrénaline. On devient nerveux, croyez-moi. Pour nous, les pilotes, c'est comme atterrir sur un porte-avions. Congonhas est donc réputé pour être l'un des aéroports les plus dangereux au monde. Un avion de liaison de la Pantanal Airlines
avait perdu le contrôle pendant son atterrissage la veille du vol 3054. Quelques mois auparavant, le pire était évité de justesse. En effet, un Boeing 737 avait quant à lui glissé et s'était arrêté à quelques centimètres de la fin de la piste 35L. Lorsque les pilotes savent qu'ils doivent atterrir à Congonhas, ils sont plus nerveux qu'à l'approche de n'importe quel autre aéroport international. Le vol 3054 est à son altitude de croisière au sud de Sao Paulo lorsque les pilotes reçoivent la nouvelle les informant que la piste 35L est de nouveau opérationnelle. 3054-35L, la piste en service. Ils n'ont pas besoin de se dérouter. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. La piste de Congonhas est ouverte. Nous arriverons comme prévu peu avant 19h. Le soulagement des passagers n'est pas partagé par les pilotes. Le commandant Stefanini doit relever un défi de plus sur ce vol. Souviens-toi, on n'a qu'un Aversa. Oui, seulement le gauche. Il va devoir se poser sur l'un des aéroports les plus dangereux au monde avec une puissance d'arrêt amoindrie. Un des deux inverseurs de poussée de l'Airbus ne fonctionne pas. Ces équipements servent à ralentir l'appareil lors de l'atterrissage en inversant la poussée des moteurs. Si j'avais été le pilote ce jour-là, j'aurais été extrêmement inquiet en sachant qu'un de mes inverseurs ne fonctionnait pas. TAM 3054-35L, autorisé à atterrir. Stefanini s'apprête à atterrir sur la tristement célèbre piste 35L. La piste est mouillée et glissante. Le vent est à 330 à 8 nœuds. L'équipage était informé des mauvaises conditions de freinage de la piste et de la mauvaise adhérence. L'Airbus est en approche finale. Même si le pilote automatique peut conduire l'avion jusqu'à la piste, le commandant décide de prendre lui-même les commandes. Autorisé à atterrir, vol manuel. Il veut amener l'appareil aussi près que possible du début de la piste. Il a besoin du moindre centimètre. 35L. Le principal problème pour un pilote sur la 35L est qu'une fois les roues au sol, il doit être sûr et certain de pouvoir arrêter l'avion avant la fin de la piste. Les passagers savent seulement que l'atterrissage est proche. Ils sont désormais à 300 pieds au-dessus de la ville. L'Airbus est aligné avec le centre de la piste. Milieu. Condition de la piste. 200. 200. 100. 100. 2 degrés, ok? Les roues de l'appareil vont toucher le tarmac de Congonhas dans quelques secondes. 20. Réduire. Alors que l'avion touche le sol, leurs inquiétudes et les problèmes ne font que commencer. Le commandant Stefanini engage le seul inverseur de poussée fonctionnant sur la 320. Le pilote doit activer dès que possible le seul inverseur fonctionnel sur le moteur afin d'entamer la décélération de l'avion. Mais l'avion ne ralentit pas. Inverseur numéro 1 uniquement. À cette allure, les 1945 mètres de la piste seront parcourus en moins de 30 secondes. Ça peut pas! Les pilotes n'avaient pas d'autre choix que de se servir des pédales de frein. Ils ont dû les presser pendant un long moment. Regarde ça! Désormais, Regarde ça! l'appareil tourne mystérieusement vers la gauche. Tourne! Tourne! Comme si l'avion l'avait lui-même décidé.
vrai! C'est pas vrai! Le vol 3054 s'est écrasé contre un entrepôt de la TAM Airlines et une station d'essence adjacente. Presque 200 pompiers arrivent sur les lieux. Ils luttent contre de l'essence en feu, brûlant à presque 1000 degrés Celsius. La dévastation horrifie le docteur Douglas Ferrari. L'explosion a propagé le feu dans toute la zone. Il y avait le feu à la station essence, tuant les personnes qui faisaient le plein de leur voiture. Ça a brûlé toute la structure, la rendant méconnaissable. Il espérait pouvoir soigner les survivants, mais il a désormais peur qu'il n'y en ait aucun. Je ne pouvais rien faire. Devant moi, il y avait 4 voitures en feu. Et dans une de ces voitures, j'ai vu une mère et son enfant morts. L'avion entier est englouti par les flammes. Il y a peu d'espoir pour les passagers. Mais il y a désormais un nouveau danger. D'énormes quantités d'essence dans les réservoirs se trouvant sous la station pourraient exploser à n'importe quel moment. Les ailes de l'avion s'étaient brisées lors de l'impact et avaient répandu du kérosène sur toute la zone. Il y avait un risque à ce moment pour que la station essence explose. Les secours espèrent pouvoir sauver les personnes présentes dans le bâtiment de la TAM Airlines. Mais avec le brasier hors de contrôle, ils vont devoir agir vite. On a essayé de secourir les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Je n'avais qu'une seule hâte, c'était de les aider. Le docteur Ferrari fait une sinistre découverte à l'intérieur des bureaux de la TAM Airlines. L'aile de l'avion bloquait entièrement le passage. Elle empêchait les gens de s'échapper de cette fournaise. Le pompier qui m'accompagnait faisait tout son possible pour nous frayer un chemin parmi les corps. C'était une sensation vraiment horrible. Mais ils parviennent à trouver des survivants dans une autre partie du bâtiment et les emmènent en lieu sûr. La partie droite du bâtiment n'était pas bloquée et les gens ont eu le temps de sortir. Environ 10 ou 20 personnes ont pu s'échapper. Les 187 passagers de l'avion sont morts. Il faut ajouter à ce désastre les 12 victimes qui se trouvaient à la station d'essence et dans le bâtiment. C'est le pire accident aéronautique sud-américain. Les boîtes noires ne résisteront pas longtemps à cette chaleur. Le lieutenant-colonel Fernando Camargo est enquêteur chargé des accidents au sein de la CENIPA, l'agence brésilienne de sécurité aérienne. Dans l'aviation moderne, les enregistreurs, les boîtes noires, sont essentiels à la réussite des expertises. Donc, lorsqu'on est arrivé sur le lieu du crash et qu'on a vu ce feu intense, on était très inquiet quant à l'intégrité des données. Il sait que la chaleur intense pourrait déjà être en train d'abîmer les enregistreurs de vol et de voix de l'avion. Une preuve précieuse pouvant expliquer le crash pourrait être déjà perdue. Le colonel Camargo et son équipe savent que la veille, un autre avion avait glissé hors de la piste 35L. Compte tenu des éléments qu'on avait, on avait conscience qu'on allait devoir mener une enquête complète sur la piste. Si c'est la pluie qui a rendu la piste glissante et causé ce crash, un autre désastre pourrait vite arriver.
La pression est mise afin de comprendre exactement ce qui est arrivé au vol 3054. Je savais qu'il y avait une vidéo du système de surveillance. C'est l'heure de l'accident, ça doit être ça. Le système de surveillance de l'aéroport a filmé l'Airbus maudit filant à toute allure sur la piste. Cette vidéo aurait pu répondre à beaucoup de questions. Revoyons-la, s'il vous plaît. Mais le crash est survenu au-delà du champ de vision des caméras. Est-ce qu'on peut voir ça sous un angle différent? Même sans avoir filmé le crash, la vidéo pourrait dévoiler des indices importants. Avez-vous d'autres enregistrements d'atterrissage d'A320? D'accord, allez-y. Lisez-la maintenant. On a comparé les temps d'atterrissage de différents appareils. « 9 secondes. Lors d'un atterrissage normal, l'appareil mettait 9 secondes pour passer devant la caméra. Le crash maintenant, s'il vous plaît. Et l'avion de l'accident en avait mis 3. 3 secondes? Ce qui nous a un peu rendus perplexes. Pourquoi est-il 3 fois plus rapide qu'un atterrissage normal? Quatre heures après l'accident, les pompiers combattent toujours le brasier intense. Le feu était très puissant et alimenté par la grande quantité de kérosène. Camargo essaie désespérément d'accéder à l'arrière de l'appareil qui contient les 2 boîtes noires. Ils ont concentré leurs efforts sur l'arrière de l'appareil. Finalement, les pompiers repoussent suffisamment les flammes pour atteindre les enregistreurs. Mais il est peut-être trop tard. Les boîtes noires peuvent résister au feu jusqu'à un certain degré. Au-delà, il n'y a aucune garantie pour que les données soient préservées. Les enregistreurs sont envoyés à Washington afin d'être examinés par le Conseil national de la sécurité des transports. Désormais, les enquêteurs peuvent se concentrer sur la tristement célèbre piste 35L. Ils examinent sa surface à la recherche d'indices qui pourraient expliquer pourquoi le vol 3054 s'est retrouvé hors de contrôle. On a marché le long de la piste en cherchant des preuves, les marques laissées par l'avion, l'endroit où il était sorti de piste. C'est toujours mouillé. L'eau s'accumule et forme des flaques, ce qui ne devrait pas arriver sur une piste moderne. Lorsque l'eau entre en contact avec le train d'atterrissage, cela peut générer ce que l'on appelle un aquaplaning. Et c'est un problème, car un pilote aura peu ou pas de contrôle sur son avion. Camargo et son équipe se demandent pourquoi l'eau s'accumule sur la piste. Ils étudient les dossiers de l'agence gouvernementale qui gère l'aéroport de Congonhas. Ils apprennent que la piste 35L a été complètement refaite seulement 1 mois avant l'accident. En 2007, la piste de Congonhas avait subi des réparations. Elle avait présenté un niveau d'adhérence très faible. Beaucoup de rapports dénonçaient les dérapages. Pendant des années, les pilotes s'étaient plaints des conditions glissantes. Ils savaient que la piste avait besoin d'être refaite. Parce que la surface laissait l'eau s'accumuler de manière anormale. 35L. Avec une piste neuve, le problème lié à l'eau devait donc être réglé. Elle avait été réouverte quelques semaines avant le crash. La nouvelle surface semblait être une amélioration majeure.
L'aéroport avait fonctionné pendant 1 mois par temps sec, sans problème. Mais 3 jours avant le crash, une période de forte pluie a commencé. Et avec la pluie, les problèmes liés à l'usure du tarmac et qui auraient dû être résolus sont revenus. La nuit de l'accident, le plus gros problème était encore et toujours dû à l'eau. Les rapports de vol mentionnaient en permanence des problèmes au moment du freinage. La piste est mouillée, c'est glissant. En théorie, il n'y avait plus de creux sur la piste permettant l'accumulation d'eau. Qu'est-ce qui pouvait donc causer cette nouvelle accumulation? Ils découvrent qu'une étape importante pour la sécurité avait été omise lors des travaux de réparation. Rainurage à faire à une date ultérieure. Pas étonnant que ce soit mouillé. Des rainurages spéciaux qui emportent les eaux de pluie. Sans eux, l'eau s'accumulerait en flaques. L'installation des rainurages a été reportée lors de la réparation, car il était très difficile d'interrompre les opérations sur la principale piste de l'aéroport. Les indices montrent qu'une surface altérée sur la piste 35L avait joué un rôle clé dans le pire accident aérien que le Brésil ait connu. Le colonel Camargo est inquiet. En effet, les fortes pluies brésiliennes pourraient causer d'autres désastres. Peu après l'accident, nous avons recommandé la suspension des atterrissages sur cette piste en temps de pluie. La direction de l'aéroport s'exécute et ferme la piste 35L, en attendant que des réponses soient trouvées. Mais la piste principale d'un des aéroports les plus fréquentés au monde ne peut rester fermée très longtemps. Ils doivent trouver ce qui a causé cet accident aussi vite que possible. Leur attention se tourne alors vers les inverseurs de poussée de l'A320. Les rapports de maintenance de l'avion révèlent pourquoi seul un des deux fonctionnait. Inverseur de poussée de l'A320. 4 jours avant le crash, les mécaniciens avaient désactivé l'inverseur de poussée du moteur droit pour un entretien de routine. Inverseur droit désactivé. Et l'avion avait alors volé sans incident pendant 4 jours. L'avion a volé. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement l'avion avait atterri plusieurs fois avec un seul inverseur de poussée, mais il avait même atterri sans problème sur la piste 35L. Cet avion a atterri sur la même piste, le même jour, avec les mêmes problèmes, c'est-à-dire un seul inverseur, seulement un, et absolument aucun problème à signaler. Alors pourquoi cet atterrissage a-t-il si mal tourné? Le colonel Fernando Camargo part à Washington. Les techniciens du Conseil national de la sécurité des transports vont l'aider à récupérer les données stockées dans les enregistreurs sévèrement brûlés du vol 3054. En premier lieu, ils examinent la puce sensible à la température qui leur indique la gravité ou non de l'exposition à la chaleur. C'est un indicateur qui change de couleur s'il a été exposé à une température supérieure à sa capacité de résistance. Même si les boîtes sont conçues pour résister à un feu intense allant jusqu'à 1000 degrés Celsius, l'apparence de la puce est inquiétante. Ces cartes ont été soumises à un feu qui a dépassé leur capacité de résistance. Ils testent le circuit de la carte afin de voir si une partie de la mémoire a survécu. Sans ces données, l'enquête du vol 3054 pourrait tourner court.
Le colonel Camargo ne saura peut-être jamais pourquoi 199 personnes sont mortes dans le plus grand aéroport brésilien. Mais le test du circuit de la carte apporte un peu d'espoir. On tient quelque chose. Heureusement, tout a bien fonctionné. On a pu récupérer 100% des données. C'est parti. L'information décrit le comportement de l'avion La vitesse est bonne. quelques secondes avant le crash. Ils se sont posés sans problème. Les freins étaient engagés. Les données confirment que les freins fonctionnaient normalement Ralenti. et que l'A320 n'a pas dérapé ou glissé. Là. C'est alors que Camargo découvre que les deux moteurs de l'avion opéraient inexplicablement l'un contre l'autre. Moteur 1. Le moteur gauche de l'avion était inversé afin d'aider au ralentissement de l'avion. Mais le moteur droit, celui avec l'inverseur de poussée désactivé, Sa puissance augmente. faisait le contraire. Comme pour un décollage, il est supposé être au ralenti. Au lieu de ralentir, il accélérait afin d'augmenter sa puissance. Ralenti. Ça peut pas. Ralenti. Ça peut pas. Avec un moteur fonctionnant à pleine puissance, les pilotes n'avaient aucune chance d'arrêter leur avion à temps. Cet avion freinait, C'est pas vrai. Regarde ça. mais il lui manquait au moins 1 km de piste afin de s'arrêter complètement. La poussée asymétrique a fait dévier l'avion vers la gauche. Tourne. Le moteur droit était vraiment en pleine poussée. Il n'y avait aucun moyen disponible pour le pilote d'empêcher l'avion de virer à gauche. Ça pourrait être ça. Donc le moteur 2 accélérait alors qu'il aurait dû être au ralenti. Ça expliquerait le virage à gauche, pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Désormais, le colonel Camargo doit comprendre pourquoi le moteur droit était à pleine puissance, alors qu'il aurait dû être en position inversée. À ce moment de l'enquête, on pouvait établir en gros 2 axes de recherche. Le premier, problème mécanique. Le deuxième, erreur de pilotage. Le colonel Camargo fait venir les enquêteurs en facteur humain, le lieutenant-colonel Marcia Fager et le premier lieutenant Vanessa Diaz. Le commandant s'appelle Enrique Stefanini Dixaco, 53 ans de Sao Paulo, 13 654 heures de vol. Le pilote qui était aux commandes était un pilote très expérimenté. Il connaissait parfaitement l'appareil. Son copilote était Aguilar Kleber Lima, 54 ans de Porto Velo, 14 760 heures de vol. Il était également très expérimenté. Il avait de très bons états de service, y compris en situation d'urgence. Leur travail est de déterminer si les pilotes ont, d'une manière ou d'une autre, commis l'erreur menant à la pleine puissance du moteur. Les machines sont simples, car elles agissent de manière prévisible. Les humains sont infiniment plus complexes dans leur manière de penser et d'agir. Il est beaucoup plus difficile d'analyser le comportement des humains lors d'un accident, et c'est notre travail. Vous savez quoi? Je ne peux pas croire qu'un pilote pareil soit capable de ce genre d'erreur. D'accord? L'équipe en charge des facteurs humains doit désormais mener une étude psychologique sur les membres de l'équipage, afin de comprendre comment ils auraient pu commettre une erreur fatale. On a essayé de reconstruire l'historique individuel de chaque membre d'équipage et leur expérience. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. De créer une vision d'ensemble qui pourrait nous aider à expliquer ce qui s'est passé dans le cockpit. Le colonel Camargo continue de croire qu'une erreur mécanique est plus probable. Il tourne désormais son attention vers les mécanismes compliqués qui lient les manettes des gaz au moteur. Il doit déterminer si une défaillance aurait conduit à cette mystérieuse montée en puissance. On a commencé à étudier le système de poussée, chacune des composantes du système, depuis la manette jusqu'au moteur. On l'a passé en revue, on sait que ce n'est pas le FADEC.
Il n'y a aucun problème avec les moteurs, ce qui laisse un seul élément qui aurait pu causer le problème. Le mécanisme qui lie les manettes au moteur, un système appelé unité de restitution d'effort, ou AFU. Les enquêteurs se demandent si ce dispositif aurait pu avoir un problème, laissant les moteurs à pleine puissance alors que les pilotes avaient positionné le levier sur ralenti. Mais une telle défaillance est très peu probable. C'est une très faible possibilité. Il faudrait 400 milliards d'heures de vol pour qu'un événement comme celui-ci se produise. Même s'il considère que l'AFU pourrait être la cause du crash, il n'est pas sûr de retrouver le système parmi les débris. Les ordinateurs, les instruments de vol, tout était détruit. Heureusement, une des rares pièces à avoir survécu au feu est la pièce dont les enquêteurs avaient besoin, l'AFU. Il est envoyé dans un laboratoire spécialisé qui peut scanner le métal afin de trouver des marques microscopiques. Il avait bien brûlé, mais on pouvait encore l'exploiter. Il avait beaucoup de choses à dire. Le scanner 3D leur permet de chercher des coupures ou éraflures qui indiqueraient une défaillance du module. Je cherche tout type de marque anormale dans cette zone. Si on arrivait à trouver n'importe quelle marque ou indice concernant la position de cette pièce, on pouvait alors déduire celle du levier et déterminer ensuite la position réelle de la manette des gaz. Mais ils ne trouvent aucune preuve montrant une défaillance de l'AFU. Bon, on arrête là. On n'a rien trouvé. Aucune marque, aucun indice. Le colonel Camargo en conclut qu'une défaillance mécanique n'était pas la cause de la mauvaise position des gaz du moteur droit. Il doit se faire à l'idée que pour une certaine raison, les pilotes ont laissé le levier du moteur droit à pleine puissance après l'atterrissage de l'Airbus. Tourne! Tourne! C'est pas vrai! Tourne! 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 À Sao Paulo, l'équipe chargée des facteurs humains se tourne vers l'enregistreur de voix du cockpit, ou CVR. Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. J'ai de bonnes nouvelles, nous allons finalement pouvoir atterrir à Sao Paulo. Ils doivent comprendre l'état d'esprit des pilotes à l'approche de la piste de Sao Paulo la nuit du crash. L'enregistreur de voix du cockpit nous permet d'avoir une idée des interactions entre les membres de l'équipage. Ils apprennent que le commandant Stefanini était particulièrement inquiet des conditions de la piste. Demande-leur à propos de la pluie, les conditions de la piste, si elle est glissante. Terme en approche finale, à 3 km. Pouvez-vous confirmer les conditions? C'est mouillé et glissant 3054. Mouillé et glissant. Le pilote est déjà très tendu. Puis, la tour de contrôle lui apprend que les conditions de la piste sont bien plus mauvaises que d'habitude. Le tarmac est glissant et pluvieux. Dans ces conditions, la tension peut affecter la perception du pilote et sa concentration. Il apparaît désormais que l'anxiété de Stefanini à propos de la 35L, et non l'atterrissage en soi, était la cause principale du crash. Camargo se concentre désormais sur les actions de l'équipage. Je pense que c'est prêt, monsieur. Merci. Il doit comprendre comment les leviers de poussée étaient manipulés avant le crash. En utilisant les données de l'enregistreur de vol, les enquêteurs se concentrent d'abord sur l'atterrissage ayant précédé celui de Congonhas. On a découvert que c'est le même commandant qui avait fait atterrir l'avion à Porto Alegre et à Sao Paulo. Comment se sont-ils posés à Porto Alegre? Alors, les deux leviers à pleine puissance durant l'approche. Ils apprennent que durant le précédent atterrissage à Porto Alegre, le commandant Stefanini a tiré sur les deux leviers de puissance. Exactement la bonne procédure pour un atterrissage avec un seul inverseur.
Et maintenant, les deux inverseurs de poussée. Au moment de l'accident, la bonne procédure pour le pilote était d'amener les deux leviers en position ralentie, puis en position arrière, comme s'il n'y avait pas de problème avec les inverseurs. Ils ont établi que le commandant Stefanini avait appliqué la bonne procédure pour un atterrissage avec un seul inverseur le jour du crash. Pas d'inverseur numéro 2. Freinage automatique. La vitesse diminue. Le fait que le commandant connaisse la procédure me laissait perplexe. Il l'avait appliquée de manière parfaitement correcte quelques heures auparavant. Quelle était donc la différence entre les deux atterrissages? D'accord. Maintenant, Congonhas. Levier gauche en position ralentie. Les données montrent que la gestion des commandes de gaz par le commandant Stefanini, puis inverseur, était très différente lors de son atterrissage à Sao Paulo. 20. Réduire. Au lieu de tirer sur les deux leviers, il n'a mis que le moteur gauche au ralenti, laissant le droit à pleine puissance. Puis, une fois que l'avion eut atterri, il activa uniquement l'inverseur gauche, laissant à nouveau le moteur droit à pleine puissance. C'est complètement différent. Je ne comprends pas. Comment un pilote qui connaissait l'appareil, la bonne procédure, et qui en plus l'avait déjà effectué, pouvait-il faire quelque chose de différent? Cela paraît insensé. On a vraiment besoin de ton aide là-dessus. Jusqu'à ce que Camargo demande l'aide d'un autre pilote. Ce n'est que là qu'il découvre un détail important qui pourrait expliquer ce que le commandant a fait. Il apprend l'existence d'une procédure obsolète dans le cas d'un atterrissage avec un A320 n'ayant qu'un inverseur de poussée. Pouvez-vous me montrer, s'il vous plaît? Elle commence de la même manière, mais il y a une différence importante. Le pilote m'a expliqué que l'ancienne procédure consistait à mettre les deux leviers au ralenti, puis mettre en position arrière le levier correspondant au moteur dont l'inverseur fonctionne normalement. Mais cela n'explique pas ce que le commandant Stefanini a fait. Il a laissé le moteur droit à pleine puissance au lieu de le ramener au ralenti. S'il essayait l'ancienne procédure, il s'est trompé. Les enquêteurs apprennent que le commandant Stefanini n'a pas été le premier pilote à commettre cette erreur. Il y a eu plusieurs accidents autour du monde. La cause était identique. Les pilotes géraient mal la procédure pour atterrir avec un inverseur désactivé, laissant par inadvertance un levier à pleine puissance. Cette ancienne procédure a conduit les pilotes à l'erreur. Airbus avait finalement modifié la procédure afin de réduire le risque pour ce type d'erreur. Le constructeur avait changé la procédure en expliquant que les deux leviers devaient revenir en position ralentie. Puis, une fois que l'avion touche le sol, les deux leviers doivent être mis en position arrière. Le commandant Stefanini était familier des deux procédures pour un atterrissage avec un inverseur désactivé. Lors du vol 3054, il aurait décidé d'utiliser l'ancienne. Pour les enquêteurs, la question est pourquoi ? Ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi l'équipage du vol 3054 a laissé un moteur à pleine puissance après s'être posé au sol. Est-ce qu'ils se sont trompés? Mais après avoir interrogé d'autres pilotes, ils comprennent pourquoi utiliser l'ancienne procédure aurait eu du sens lors d'un jour pluvieux à Congonhas. Elle aurait permis à l'avion un arrêt bien plus rapide. Cela pourrait expliquer pourquoi le commandant a choisi une ancienne procédure qu'il savait plus efficace que l'actuelle.
Les enquêteurs émettent l'hypothèse qu'en réaction à des conditions se détériorant à Congonhas, piste mouillée, un inverseur. Je vais utiliser l'ancienne procédure. il essayait de s'assurer qu'il aurait eu autant de distance que possible pour s'arrêter sur la fameuse piste 35L. Mais il a commis une erreur fatale. Dans ces conditions... Souviens-toi, on n'a qu'un inverseur. Un inverseur, vol manuel, mouillé. Un inverseur, vol manuel. Il est compréhensible qu'il ait voulu essayer l'ancienne procédure et que sous la pression, il ait fait une erreur. Le lieutenant Vanessa Diaz recrée les derniers moments du vol dans un simulateur. Moteur 1 au ralenti, moteur 2 reste surmonté. Elle se rend compte que dans un cockpit sombre, il aurait été difficile de voir la position des manettes des gaz. 20. Réduire. Moteur 1 en inverseur, ne pas toucher le 2. Frein. Bon, d'accord. Dans le simulateur, on a programmé tous les détails connus lors de l'accident. La chronologie des événements, la météo, si le temps était nuageux ou pluvieux, la surface mouillée, très glissante, la position des leviers. Nous sommes arrivés au résultat suivant. Dans ces conditions, avec le simulateur, nous sommes sortis de la piste et l'accident a eu lieu. Le lieutenant Diaz pense désormais comprendre pourquoi le vol Tamerlines 3054 s'est terminé en tragédie. Le commandant Stefanini a tout mis en œuvre pour que l'A320 touche la piste 35L avec autant de place que possible devant lui. Autorisé à atterrir, vol manuel. Mais la perspective d'atterrir sur cette piste dangereuse l'a tellement perturbé qu'il rata une simple procédure. Il est possible que la tension du commandant lors de l'atterrissage ait bloqué une réponse motrice cruciale. Cela peut affecter la capacité du pilote à réagir. Aucune alarme ne s'est déclenchée, afin de les avertir qu'un moteur accélérait alors que l'autre était en poussée inverse. Le copilote Lima essaya de comprendre ce qui n'allait pas. Ralenti. Mais dans un cockpit sombre, stressé par un atterrissage compliqué, il n'a pas remarqué la position anormale de la manette des gaz. Ralenti. Ralenti. Ça veut pas! Les pilotes ont été incapables de comprendre ce qui est arrivé à leur appareil à ce moment précis. Regarde ça! Une piste à la réputation dangereuse qui troubla des pilotes au point de leur faire commettre l'irréparable. Tourne! Et qui, au final, coûta la vie à 199 personnes. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Depuis le crash du vol 3054, les pistes de Congonhas ont été rainurées et sont régulièrement inspectées. De nouvelles procédures d'atterrissage par temps mouillé ont été mises en place. Par temps pluvieux, tous les inverseurs doivent être opérationnels. Malgré ces efforts afin d'augmenter la sécurité à Congonhas, beaucoup de pilotes doutent d'une quelconque amélioration. Congonhas n'est pas devenu plus sûr. C'est toujours un aéroport dangereux d'après moi. Il faudrait une interdiction totale des atterrissages sous la pluie pour en améliorer la sécurité. Aujourd'hui encore, la 35L est une piste qui ne peut se défaire de sa réputation mortelle. 35L.